Voilà. Donc, pour lancer cette session, étant entendu que, bien sûr, vous pourrez activer au coup par coup votre micro pour prendre la parole si vous le souhaitez dans un instant. Alors, je suis heureux de vous accueillir pour cette session qui est consacrée à la loi Covid et aux ordonnances du 1er avril pour aborder donc toute une série de questions en compagnie de Maître Pierre-Stéphane Ray, de sa consoeur également, Madame Tabarly, Maître Tabarly, qui est là. Qui sont à l'écran et qui vont bien sûr animer sur le fond cette session qu'on a voulu un petit peu plus longue que ce qu'on a pris l'habitude de faire déjà dans le cadre de ces rendez-vous de l'actualité territoriale du Limousin, puisque nous vous proposons un rendez-vous de 3 heures en fait cet après-midi, compte tenu de l'importance du sujet qu'on aborde et de l'intérêt de prendre un petit peu le temps pour le traiter. Ces rendez-vous de l'actualité territoriale, c'est un format nouveau qu'on propose depuis quelques jours, comme une alternative à ce qu'on fait d'habitude. Bien sûr, il ne s'agit pas à proprement parler de formation, mais plutôt de lieux où on pourra échanger à partir de vos expériences, vos pratiques, et tout ça de manière assez structurée et organisée, puisqu'à chaque fois, un expert, aujourd'hui les avocats du cabinet Itinéraire Avocat, et selon les sujets, nous avons évidemment de nombreux experts qui interviennent pour introduire, poser la problématique, donner les éléments d'information minimum qui permettent de comprendre le sujet et qui vous permettent ensuite surtout d'intervenir, de soulever des questions, etc., etc. Donc on espère qu'on pourra apporter des réponses à l'ensemble des questions que vous vous posez et que vous pourrez peut-être même ensemble, mutuellement, échanger toute une série de solutions sur le sujet. Voilà, juste un mot pour vous dire que cette initiative des rendez-vous de l'actualité territoriale se prolongera maintenant. Je peux dire qu'elle se prolongera jusqu'en septembre avec un rythme de plusieurs rendez-vous chaque semaine. Alors, dans la période estivale, on verra ce qu'on fera, mais en tout cas, c'est le rythme qu'on a pris. Je vous en donne un aperçu avec ce qui est programmé pour la semaine prochaine. Nous avons, par exemple, une session sur les actualités en matière d'urbanisme qui sera également animée par un confrère de Maître Ray du cabinet Itinéraire Avocat. Ça, c'est mardi que c'est prévu. Nous avons une séance sur l'hygiène, la propreté des locaux. Une séance où nous nous retrouverons le 14 mai avec Maître Ray sur le report des élections municipales, un sujet qui, je pense, en intéresse quelques-uns parmi les DG et DGA des collectivités du Limousin. On essaiera d'approcher la vérité, Maître, si on n'est pas complètement capable de répondre à toutes les questions, eh bien on refera un complément par la suite. On va aborder les problématiques de l'eau, de l'assainissement, puisqu'on verra, on fera l'état des connaissances sur la présence éventuelle de virus dans les eaux usées. Voilà un autre thème qu'on vous propose. Ensuite, on a continué de travailler sur toute une série de thèmes qui sont en préparation pour les semaines suivantes. Et en particulier, on programme une session importante sur les plans de reprise d'activité, les PRA, qui est en cours de préparation. On y travaille depuis hier avec les centres de gestion du Limousin. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vais tout de suite céder la parole à Maître Ray et à sa consoeur pour une première présentation de ce nouveau domaine législatif et très de circonstances, bien entendu. Et alors, peut-être en vous donnant juste avant quelques conseils de méthode pour cette affaire. Donc, vous avez sur votre écran, si vous baladez la souris sur le bas de l'écran, vous allez voir apparaître toute une série de touches qui vous permettent d'activer des fonctions. Au centre, un téléphone rouge. Bon, ça, c'est pour couper la communication, donc n'y touchez pas tout de suite. Mais à gauche du téléphone, un micro. Donc, sur cette touche, vous pouvez, en cliquant, activer ou désactiver le micro. À droite, une caméra. C'est la même chose pour la caméra. Si vous allez complètement à droite de l'écran, en bas, vous avez des petits carrés qui vous permettent d'activer la mosaïque, ou au contraire, si vous cliquez sur une des vignettes, vous passerez en plein écran avec cet interlocuteur.
Et sur la partie gauche, par contre, vous avez une petite touche « Ouvrir, fermer le chat » qui vous extrêmement utile, qui vous permet d'intervenir et notamment de vous signaler si vous voulez prendre la parole. Moi, je vais surveiller le chat pour pouvoir vous donner la parole au fur et à mesure. Et vous avez une autre touche à laquelle je vous demande de ne pas toucher, c'est partager votre écran. Cette touche-là est réservée cet après-midi au cabinet itinéraire avocat qui seul en a l'usage pour passer son diaporama. Voilà, vous savez absolument tout sur Jitsi. Je vois que la plupart d'entre vous se sont nommés, mais je recommande à tous les autres de le faire. Donc, pour se nommer, vous passez la souris sur votre vignette, sur votre photographie ou la vignette qui vous représente. Vous cliquez et vous pourrez entrer votre nom et même votre collectivité, qu'on puisse vous identifier. Et ça me sera très utile pour vous passer la parole, bien sûr, quand vous la réclamerez. Voilà, j'ai à peu près tout dit, maître, et je vous cède donc tout de suite la parole. Ah oui, dernier élément, excusez-moi. La séance, a priori, va être enregistrée, donc l'objectif, c'est de permettre à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre de pouvoir retrouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube du CNFPT Limousin, puisque le CNFPT Limousin a une chaîne YouTube. Et donc, on mettra l'enregistrement en résidence là-bas. Si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, à ce moment-là, nommez-vous, mais n'activez pas la caméra et comme ça, vous ne passerez pas à l'écran dans le respect de votre droit à l'image. Et je donne cette fois-ci pour de bon la parole à Maître Pierre-Stéphane Rey, en le remerciant encore parce que c'est déjà un partenariat qui se construit assez fort avec le cabinet itinéraire avocat et on en est très heureux. Merci, monsieur le directeur. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, c'est bon comme ça? Ah, je crois que oui, moi je vous entends fort bien. Eh bien, écoutez, merci déjà de nous accueillir dans des conditions évidemment un peu particulières, mais nous allons néanmoins tenter alors sinon de faire le tour de la question, mais en tout cas d'examiner, on va dire, un certain nombre de points de repère liés au fonctionnement des collectivités locales, on va dire au sens large, mais enfin principalement communes et EPCI en période de crise sanitaire qui est la période actuelle. Je serai du moins accompagné de mon confrère Florian Tabarly à mes côtés, et donc on va encore une fois vous présenter, on va dire les éléments principaux qui, on va dire actuellement rythment ou tout au moins précisent les modalités de fonctionnement des collectivités. Alors, je m'empresse de vous préciser que, évidemment, ce que l'on va vous donner comme élément reste valable à ce jour, mais que, évidemment, comme vous le savez tous, ces textes sont évidemment provisoires. Dans le courant du mois de mai, il y aura évidemment un certain nombre d'éléments qui vont évidemment évoluer. Je pense notamment à la question des modalités d'organisation du second tour, sur lesquelles on ne dira qu'un mot, mais un mot seulement, mais évidemment, on ne pourra pas complètement ne pas évoquer le sujet dans la mesure où on pourra, la semaine prochaine, je crois que c'est jeudi prochain si je ne me trompe pas, davantage développer, mais c'est évidemment un élément essentiel. Toujours est-il que, encore une fois, ce que l'on vous dit est issu des tout derniers textes, mais par définition sera nécessairement amené à évoluer. Alors, on va dire dans le menu de ce que l'on peut vous proposer, évidemment, nous avons circonscrit notre intervention précisément à la question des modalités de fonctionnement, et donc on va essayer d'être le plus exhaustif possible. Et donc vous avez à l'écran le sommaire qui s'affiche. Évidemment, on ne manquera pas de rappeler quels sont les textes sur lesquels on s'appuie, mais ils sont en nombre limité et on va déjà se polariser principalement sur 3 textes. Je vais y revenir dans quelques minutes. Évidemment, il nous faudra évoquer la question de l'entrée en fonction des conseillers, qu'ils soient municipaux ou communautaires. Une délicate question, je pense notamment aux EPCI à fiscalité propre, qui est celle de la composition de l'assemblée délibérante, avec, on le verra, différentes périodes qu'il faudra bien préciser. La question des modalités de prolongement des mandats et qui évidemment reste étroitement conditionnée et subordonnée par la date du second tour telle qu'elle sera
dans le courant du mois de mai fixé. La question rapide, mais néanmoins pas inintéressante et pas, on va dire, sans impact, qui est celle des indemnités de fonction. La question plus globale du fonctionnement en tant que tel des assemblées locales, avec évidemment un certain nombre de dispositifs qui ont été adoptés, permettant évidemment un assouplissement de ces modalités. Nous allons évidemment y revenir. Quelques points sur la transmission électronique des actes des collectivités locales, la publicité des actes, un mot sur la vacance de l'exécutif, qui a fait l'objet d'un texte spécifique, et puis on ne manquera pas aussi, même si c'est pas évidemment le cœur du sujet, mais ça fait partie néanmoins des règles qui ont été fixées, l'impact de ces différentes législations sur notamment deux compétences que sont l'eau d'une part et les transports d'autre part, avec notamment un allongement de certains délais qui avaient été initialement prévus. Voilà un petit peu le menu de ce que l'on vous propose aujourd'hui, avec cette précision que, bien entendu, et là sous le contrôle de Monsieur Gévaudan, le support pourra sans difficulté aucune vous être communiqué, vu que immédiatement après la séance, nous le transmettrons à celui-ci qui pourra vous le communiquer sur demande sans difficulté particulière aucune. Oui, je confirme, aucun problème, le document sera diffusé, déposé sur le site du CNFPT, adressé à tous les collègues qui le réclament. Voilà. Et mais je crois que Monsieur Gévaudan l'a souligné tout à l'heure dans son précis propos introductif. Évidemment, l'idée, c'est de pouvoir, de notre côté, vous donner encore une fois un certain nombre de points de repère, un certain nombre de clés pour tenter de vous repérer dans la période actuelle. Évidemment, nous consacrerons une bonne partie de l'après-présentation à évidemment un échange de questions-réponses. Monsieur Gévaudan ayant donc précisé qu'il fallait évidemment que des réponses soient données, et c'est évidemment en ce sens-là que nous allons nous efforcer de vous donner le maximum de réponses aussi précises que possible, avec, il faut le dire, des textes qui sont rédigés évidemment dans un contexte particulier et qui parfois, finalement, en termes d'interprétation, peuvent laisser place, peut-être un peu plus que d'habitude, précisément à des interprétations ou des lectures diverses. En tout cas, on essaiera d'être à la fois précis et exhaustif sur ces différentes questions qui se posent à vous dans la période difficile que nous traversons tous. Voilà un peu ces propos préliminaires. Donc, je vous propose évidemment de démarrer. Je vous l'avais annoncé il y a quelques minutes. Donc, nous avons volontairement, mais c'était, on va dire, l'objet de cette session d'aujourd'hui, circonscrit notre intervention donc au fonctionnement, aux modalités de fonctionnement des collectivités locales, on va dire, dans ces divers éléments. Mais nous avons, pour ce faire, évidemment circonscrit le propos. Alors, principalement, pour ne pas dire exclusivement, à 3 textes. Les 3 textes, vous les avez évidemment à l'écran. En premier lieu, la loi dite Covid ou état d'urgence pour faire face donc à l'épidémie de Covid-19, qui, alors c'est vrai que ça nous paraît peut-être assez loin dans le temps, est intervenu en fait, souvenez-vous, le premier week-end qui a suivi précisément l'annonce des mesures de confinement par le président de la République. Et précisément, il a fallu, dans une grande hâte, que le Parlement se réunisse donc le week-end qui a suivi ces annonces, précisément pour adopter toute une série de mesures au rang desquelles le gouvernement a été habilité à adopter un certain nombre d'ordonnances dans des matières habituellement dévolues à la loi, mais nécessité oblige. C'est par ce biais-là que le gouvernement a ensuite adopté un certain nombre d'ordonnances. Alors, vous savez qu'il y a eu un premier train d'ordonnances adopté le 25 mars, donc seulement 48 heures après l'adoption de la loi Covid, dont l'objet, on va dire, n'était pas directement, même s'il y avait un certain nombre de mesures financières notamment consacrées aux collectivités locales. On va dire que la principale ordonnance qui traite du sujet donc qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'ordonnance 2020-391 du 1er avril, qu'on appelle plus familièrement l'ordonnance institutionnelle, parce que pour le coup,
cette ordonnance-là est vraiment spécifique précisément aux modalités de continuité du fonctionnement des institutions locales. C'est d'ailleurs même son intitulé. Et donc, c'est vrai que l'essentiel de ce que l'on vous dira réside dans ces deux textes. L'ordonnance étant venue compléter un certain nombre de mesures qui avaient été posées par la loi. Et on verra parfois qu'il y a pu avoir, sinon des contradictions, mais en tout cas quelques petites divergences entre les deux textes sur un certain nombre de points qu'on essaiera d'identifier tout à l'heure. Et puis, un troisième texte qui est une ordonnance, pour le coup, là, sur un sujet extrêmement précis, qui porte sur les modalités de continuité de l'exercice, l'idée étant de poser un certain nombre de règles pour parer à la vacance de l'exécutif dans cette période que nous connaissons. Donc voilà le triptyque, si je puis dire, sur lequel repose notre intervention. On s'est limité, et c'est déjà pas si mal, donc exclusivement à ces trois textes, donc la loi et les deux ordonnances qui vous sont ici précisés. Alors, cette matière étant, si je puis dire, circonscrite en termes de texte, la question effectivement première qui se pose précisément vise à s'interroger sur les modalités d'entrée en fonction des conseillers. Et donc ici, eh bien, la règle qui a été posée, alors évidemment c'est une règle que vous avez parfaitement identifiée, mais on se permet néanmoins d'y revenir, c'est que eh bien, les conseillers dont l'élection a été acquise dès le premier tour. Et je rappelle d'ailleurs à cet égard, c'est vrai que c'est l'ordre de grandeur qu'il faut retenir, bon an mal an sur les 35 000, car il n'y a plus que 35 000 communes aujourd'hui sur le territoire. En gros, un peu moins de 30 000 communes ont vu donc l'élection du 15 mars aboutir. Et il reste à peu près 5 000 communes donc dans lesquelles précisément un second tour est nécessaire. Et donc le principe ici qui a été posé, eh bien c'est précisément celui de savoir, le principe selon lequel les conseillers précisément dont l'élection a été acquise, eh bien n'entreront en fonction qu'à une date fixée, alors au plus tard au mois de juin 2020, nous dit la loi, et nous devrions évidemment nécessairement dans le courant du mois de mai en savoir plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'à ce jour, les nouveaux élus, et comme on vient de le voir, il y en a évidemment un grand nombre, eh bien n'exercent pas à ce jour leur nouveau mandat. Et il y a d'ailleurs une conséquence manifeste de ce principe-là, c'est que les règles d'incompatibilité ne leur sont d'ailleurs toujours pas applicables. En définitive, ce qu'il faut retenir, sur cette question-là, eh bien, c'est que finalement, à ce jour, et notamment tant que les nouvelles municipalités n'ont pas été installées, c'est-à-dire tant que les maires, qualité d'exécutif, les nouveaux, n'ont pas été effectivement installés, quelque part, il est fondé de dire qu'à ce jour, nous n'avons tiré, le législateur, le gouvernement, le pouvoir exécutif, n'ont tiré quelque part aucune conséquence, on va dire institutionnelle, du scrutin tel qu'il est intervenu le 15 mars dernier, dans la mesure où tant que les municipalités ne sont pas installées, eh bien encore une fois, on reste sur l'idée que les nouveaux élus n'exercent pas leurs fonctions, mais que ce sont on va dire, équipes sortantes, et on verra notamment la question de la pérennité des mandats exécutifs, qui ne va pas sans poser des difficultés dans la crise sanitaire que nous connaissons évidemment actuellement, lesquelles sont amenées à perdurer. Je reviens, et vous avez vu que nous n'avons pas manqué d'insérer une grande pastille rouge sur le côté, pour effectivement faire un cas de figure un peu à part dans les communes de moins de 1000 habitants. Pourquoi? Parce que autant là où le scrutin de liste est de mise, eh bien l'élection est évidemment acquise ou pas, alors que dans les communes précisément de moins de 1000 habitants, eh bien vous pouvez, dans la mesure où le décompte se fait individu par individu, eh bien vous pouvez avoir un certain nombre de conseillers élus au premier tour, mais un second tour peut être nécessaire précisément pour tous ceux qui n'ont pas obtenu la majorité absolue lors du vote du 15 mars. Donc il y a une situation un peu particulière pour les communes donc de moins de 1000 habitants, où vous pouvez n'avoir qu'une partie du conseil municipal élu
À l'inverse, évidemment, là où scrutin de liste il y a, donc dans toutes les communes de plus de 1000 habitants, eh bien, ma foi, soit il y a une liste ayant obtenu la majorité absolue, soit il n'y en a pas, et auquel cas, évidemment, un second tour sera donc nécessaire. Alors, et par définition, eh bien, les conseillers donc, qui n'ont pas été élus au premier tour, eh bien, évidemment, eux n'entreront en fonction qu'au lendemain du second tour. Alors évidemment, second tour, pour autant qu'il soit fixé, et comme on l'a dit tout à l'heure, il le sera nécessairement au regard des dispositions de la loi le 27 mai prochain. Pourquoi? Parce que tel que ça a été posé dans la loi, c'est à cette date-là précisément, au plus tard, que doit être fixée la date de ce second tour. Avec cette précision, et vous le savez sans doute, que évidemment, il y a deux hypothèses qui sont, on va dire, de mise. Il y a l'hypothèse qui semblait jusqu'à ces derniers jours assez peu probable d'avoir un second tour, donc soit fin juin, le 21 juin avait été avancé. Hier, il y avait visiblement une nouvelle date qui circulait, je ne sais plus si c'est le 4 ou le 5 juillet, enfin le premier dimanche de juillet. Bon, c'est vrai que là-dessus, on a sans doute quelques doutes parce qu'on a du mal, compte tenu de ce qui s'est passé le 15 mars, à envisager qu'il puisse y avoir précisément un second tour de scrutin, alors même que l'état sanitaire, nous serons encore en état sanitaire, compte tenu de la loi qui est en train d'être discutée et qui prolonge jusqu'au 24 juillet le dit état. Donc c'est vrai qu'à ce jour, on a plutôt tendance à penser que l'on se dirige davantage vers une option à l'automne. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce week-end, le week-end dernier, il y a 3 jours, en guise un peu de galop d'essai, le ministère de l'Intérieur a établi un avant-projet de loi avec une hypothèse sur le dernier week-end de septembre, le 26 septembre je crois, et le 4 octobre, qui pourrait constituer non pas seulement évidemment un seul deuxième tour, mais bien 2 tours dans les fameuses 5000 communes où un second tour était nécessaire, considérant que eh bien, le laps de temps séparant le deuxième tour ne pouvait pas être d'une durée aussi significative que plus de 6 mois. Il serait donc, si c'était l'option choisie, il serait donc nécessaire d'organiser bien 2 tours de scrutin dans les communes où précisément l'élection ne s'est pas jouée le 15 mars dernier. Je ne vais pas en dire davantage parce qu'en plus à cette date-là, on n'en sait pas tellement plus. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que, je le disais, c'est lors du Conseil des ministres du 27 mai que doit être fixée cette date du second tour, ou en tout cas peut-être du premier et du second tour des élections municipales et communautaires, mais vous le savez, sur la base d'un rapport du Conseil scientifique qui doit lui intervenir au regard de la loi le 23 mai. Donc, quoi qu'il en soit, dans le courant du mois de mai, nous en saurons nécessairement plus sur cette question donc de la fixation, tant attendue quand même, du second tour, ou en tout cas de la poursuite et de l'achèvement des opérations électorales initialement prévues, vous le savez, les 15 et 22 mars derniers. Alors, de cette entrée en fonction un peu différée, on va avoir nécessairement une composition des organes délibérants qui va être modifiée, avec des règles relativement simples pour les communes, un peu plus complexes pour les EPCI et très simples pour toutes les structures, organismes extérieurs dans lesquels on aurait des représentants des communes, des EPCI ou encore des syndicats mixtes fermés. Pour les communes, on nous a simplifié dans un tableau les dates d'entrée en fonction, en distinguant au vu des dispositions les communes où on avait un conseil municipal qui était élu au complet au premier tour, de celles où un second tour serait nécessaire. Dans le premier cas, la règle est relativement simple, on aura l'ancienne composition jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers. Cette entrée en fonction, on vient de le voir, elle va être fixée par décret. En réalité, l'ancienne composition va perdurer jusqu'à la première réunion du conseil municipal et donc jusqu'à une date fixée entre le 5e jour et le 10e jour suivant la date d'entrée en fonction des conseillers. À compter de cette date, on aura la nouvelle composition avec les nouveaux élus. Là-dessus, pas de difficulté. Pour les conseils municipaux non élus au complet au premier tour, relativement simple également, on va être sur une ancienne composition jusqu'au second tour, plus exactement jusqu'au lendemain, voire même jusqu'à la première réunion, et une nouvelle composition à compter du lendemain du second tour. On l'a vu, pour l'entrée en fonction des conseillers des communes de moins de 1000 habitants, on doit avoir
la question du second tour. Et de ce fait-là, si le second tour n'a pas lieu au mois de juin, à ce stade, on ne connaît pas la composition des communes de moins de 1000 habitants entre la date d'entrée en fonction et la date du second tour. Et une loi ultérieure devra nécessairement intervenir pour nous dire comment sont composés les conseils municipaux de ces communes-là, et donc de ces communes de moins de 1000 habitants où un second tour est nécessaire, mais où certains élus ont d'ores et déjà acquis leur élection au premier tour. Pour les EPCI à fiscalité propre, on va là encore distinguer selon que le conseil communautaire ou le conseil métropolitain d'ailleurs a été élu au complet au premier tour ou non, mais avec une règle beaucoup plus compliquée dans le deuxième cas. Dans la première hypothèse, on est sensiblement sur le même schéma que pour les communes, ancienne composition jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers et nouvelle composition à compter de l'entrée en fonction. Et pour être plus exact, à compter de la première réunion du conseil communautaire ou métropolitain suivant la date fixée par décret d'entrée en fonction, et donc cette réunion doit intervenir au plus tard dans les 3 semaines suivant la date d'entrée en fonction. Pour les conseils communautaires qui ne seraient pas élus au complet, le législateur a prévu un mécanisme assez complexe qui vient poser 3 périodes. La première période va courir jusqu'à l'entrée en fonction fixée par décret. Jusqu'à cette date-là, qu'on devrait connaître donc en juin, la composition du conseil communautaire ou métropolitain sera celle d'avant l'élection. On reste sur les anciens délégués. À compter de l'entrée en fonction fixée par décret, on va avoir une composition mixte. Pourquoi mixte? On va avoir d'un côté, pour les communes, pour les conseillers dont l'élection est acquise au premier tour, les nouveaux élus, et pour les territoires où un second tour est nécessaire, les anciens élus. On reviendra sur cette composition puisque le législateur a un peu voulu davantage compliquer les choses en prévoyant en outre que la répartition des sièges telle qu'arrêtée par les arrêtés préfectoraux intervenus plus tard au 31 août allait entrer en vigueur pour cette composition mixte. Et donc, entre l'entrée en fonction et le second tour, on va avoir cette double composition. Par contre, une fois le second tour acquis, et donc le cas échéant, premier et second tour pour les territoires qui seraient concernés, la nouvelle composition du conseil communautaire pourra se faire dès la première réunion. Alors, sur cette période transitoire, relativement complexe, le législateur est venu dire on applique la nouvelle répartition fixée par l'arrêté préfectoral et on va l'appliquer notamment aux conseillers maintenus. Pour les conseillers désignés, on a d'ores et déjà fixé le nombre et on applique ce nombre. Pour les conseillers maintenus, on est venu fixer 2 conditions. La première, c'est l'hypothèse où on a un nombre de conseillers communautaires pour une commune qui est inférieur au nombre dont elle peut bénéficier du fait de ce nouvel arrêté préfectoral. Et là, dans cette hypothèse-là, le préfet, donc c'est le préfet qui va appeler à siéger, va devoir appeler à siéger de nouveaux conseillers avec une règle distincte selon qu'on est sur des communes de plus ou moins de 1000 habitants. Pour les communes de moins de 1000 habitants, on va appeler les conseillers qui n'exerçaient pas encore le mandat de conseiller communautaire, qui occupent le rang le plus élevé. C'est assez logique, disons. Pour les communes de plus de 1000 habitants, on va appeler les conseillers communautaires qui ont obtenu la moyenne la plus élevée lors de l'attribution des sièges. Alors, on a des règles spécifiques qu'on n'a pas reprises ici sur les communes nouvelles, qui viennent faire un mix justement de ces prérogatives. Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit qu'en toute hypothèse, cette décision et le fait d'appeler à siéger des conseillers relèvera du seul préfet. C'est lui qui devra appliquer les règles, c'est lui qui verra comment les appliquer et le cas échéant, un recours pourrait être fait contre cette décision. Dans l'autre hypothèse, à savoir celle où, pour les conseillers maintenus, on aurait finalement un nombre de conseillers pour une commune qui serait supérieur à celui dont la commune peut bénéficier, enfin au nombre de conseillers dont la commune peut bénéficier au sein du conseil communautaire. Donc cette hypothèse-là a aussi été prévue par le législateur, toujours selon un distinguo de plus ou moins de 1000 habitants. Et donc on va considérer que pour les communes de moins de 1000 habitants, cesseront leurs fonctions à compter de l'entrée en fonction des nouveaux, les conseillers maintenus qui occuperont le moins élevé du tableau. Et pour les communes de plus de 1000 habitants, alors là, on a un mécanisme un peu complexe où on va regarder les conseillers maintenus dont l'élection est la plus récente entre 2014 et 2020 et ayant obtenu les moyennes les moins élevées.
Là-dessus, la DGCL notamment doit compléter ces dispositions. Il nous semble qu'effectivement, ce sera nécessaire à la mesure où le texte n'est pas forcément très clair actuellement sur la priorisation entre l'élection la plus récente ou la moyenne la moins élevée, mais le cas échéant, ces éléments devraient être complétés. Là encore, on a des règles spécifiques pour les communes nouvelles qu'on n'a pas explicitées, mais dans tous les cas, on est toujours sur une décision qui appartient et qui relève de la seule compétence préfectorale. Pour les syndicats, et ça vaut pour toutes les structures de droit privé ou public dans lesquelles on a des représentants des communes, des EPCI ou des syndicats mixtes fermés, donc notamment tous les syndicats, la règle est assez simple. Pour ces structures-là, on aura l'ancienne composition jusqu'à la nouvelle désignation des représentants de chaque membre, jusqu'à ce que, par exemple, la commune désigne ses représentants au sein du syndicat ou l'EPCI désigne ses représentants. Et les textes sont assez clairs. Il n'y a pas de débat pour ces entités-là. On aura un maintien des anciens élus et de l'exécutif jusqu'à intervention de cette nouvelle désignation. Alors, s'agissant maintenant de la question spécifique des modalités de prolongement des mandats, le principe, vous l'avez encore une fois bien identifié, c'est que les conseillers antérieurement désignés conservent leur mandat. Évidemment, quand on évoque le terme de conseiller, cela vaut aussi bien pour les conseillers municipaux que pour les conseillers communautaires. Donc, qui sont de ce point de vue-là placés dans la même situation. Et ce qu'il faut bien noter, avant même d'évoquer les conséquences de ce principe, c'est qu'il en est de même pour les fonctions d'exécutif. Ce qui d'ailleurs, sur cette question-là, ne manque pas quand même d'interpeller. Je pense notamment à des situations, et nous en avons, nous, un certain nombre qui nous ont été soumises ces tout derniers jours, où vous pouvez avoir aujourd'hui le président d'une communauté, qu'elle soit de commune ou d'agglomération, qui est aujourd'hui président en titre et qui, aujourd'hui, au regard des textes, a vocation à l'être, donc à rester président jusqu'à la séance d'installation du nouveau conseil communautaire. Et vous voyez que par rapport à ce qu'on disait il y a quelques minutes, si les élections ont lieu en septembre ou en octobre, vous voyez que ça va nous pousser peut-être jusqu'à mi-octobre ou fin octobre. Donc, on peut avoir un président de communauté qui va rester, en tout cas encore une fois en l'état des textes, qui va rester titulaire de la fonction d'exécutif communautaire pendant peut-être une durée de 6 mois au moins, si encore une fois le scrutin a lieu à l'automne, alors même que le dit président n'était par exemple même pas candidat aux élections municipales. Ce qui veut donc dire que vous avez là un exécutif qui est certes exécutif, mais qui de toute manière a ou va perdre sa qualité de conseiller communautaire. Ce qui peut parfois poser de vraies situations, on va dire, ambiguës, lorsque notamment on entend réunir le conseil communautaire, en tout cas là dans la période du moment, mais en tout cas avant que ne soit installé le nouveau conseil communautaire, parce que du coup on se retrouve avec un président qui est certes exécutif, mais qui a perdu sa qualité de conseiller communautaire dans une commune, par exemple, où le scrutin est d'ores et déjà joué depuis le 15 mars. Et du coup, ça pose un vrai problème de répartition et de décompte des voix. C'est-à-dire que vous avez un président qui est certes exécutif, qui a vocation, par exemple, à convoquer le conseil communautaire, mais qui, au niveau du nombre d'évolus de conseillers communautaires, n'en fait plus partie. Ce qui, évidemment, peut poser quand même une difficulté. Alors, pardon, je rajoute peut-être des difficultés là où il n'y en a pas, mais en tout cas, je l'évoque parce que c'est une situation qui nous a été décrite très précisément voici quelques jours. Mais on pourra éventuellement y revenir à l'occasion de vos interrogations. Donc, les conseillers, qu'ils soient municipaux ou communautaires, donc antérieurement désignés, encore une fois, conservent leur mandat et de la même manière, les fonctions d'exécutif. Alors, quand on parle de fonctions d'exécutif, c'est évidemment maire, président, adjoint, vice-président, qui sont donc directement concernés donc par ce principe de, on va dire, prolongation de leur mandat d'une part et de leur fonction d'exécutif d'autre part. Ce qui évidemment a pour conséquence, eh bien, le maintien des délégations antérieurement consenties et le maintien des indemnités de fonction. On y reviendra tout à l'heure. Alors, s'agissant
effectivement, de la question des délégations. Alors, juste une petite précision, pardon, j'y reviens. Vous aviez dans la loi, je ne sais pas si vous l'aviez noté, une formulation pour le moins ambiguë. En tout cas, nous, on s'est longuement gratté la tête pour savoir ce qu'il fallait en déduire de cette formulation. Alors, encore une fois, loin de moi et de nous l'idée de jeter la pierre au législateur, parce qu'il a évidemment travaillé, et là je suis bien sur le contenu de la loi Covid du 23 mars dernier, on a une formulation qui est extrêmement ambiguë, et je vous la livre telle quelle, hein, c'est vraiment le texte de loi, je ne le travestis pas. Voilà ce qui est dit à l'article 19, grand 4, in fine, les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu'aucune délibération ne devienne caduque de ce seul fait. Je ne vous cache pas que devant la formulation « non plus qu'aucune délibération ne devienne caduque », on s'est effectivement longuement interrogé. Heureusement, la DGCL a un peu allumé la situation et quelque part nous a un tant soit peu éclairé. Derrière cette formulation très ambiguë, à la syntaxe un peu curieuse, il fallait bien lire qu'a priori, les délibérations afférentes, et notamment parmi ces délibérations, les délégations, étaient intégralement maintenues, ce qui, à la seule lecture du texte de loi, n'était pas aussi évident. Et de ce point de vue-là, rendons grâce à la DGCL qui a pu un peu éclairer nos lanternes. Mais je voulais effectivement, de ce point de vue-là, au moins vous donner cette formulation qui, encore une fois, pouvait appeler quelques interrogations. Aujourd'hui, il est acquis que les délégations qui avaient été antérieurement consenties sont maintenues avec, et là vous le savez bien, pour le coup, l'ordonnance qui est allée pour le coup beaucoup plus loin que la fameuse formule que nous évoquions à l'instant. Pourquoi? Parce que, eh bien, que ce soit pour le maire d'une part ou pour le président d'autre part, il a bien été décidé dans la fameuse ordonnance institutionnelle, c'est l'objet de son article 1er, eh bien, on va dire, d'attribuer quelque part de plein droit la totalité, en définitive, des domaines de compétences susceptibles de leur être délégués au maire d'une part, au président, et ça vaut aussi bien pour les EPCI à fiscalité propre que pour les syndicats, dans tous les domaines donc relevant de l'Assemblée délibérante. Alors avec, malgré tout, une distinction notable qui rejoint en définitive les règles de droit commun. Vous le savez, dans le cadre municipal, les textes qui définissent ce qui peut être délégué par le conseil municipal au maire font l'objet de ce qu'on appelle une définition positive, c'est-à-dire que vous avez toute une série de matières qui précisément peuvent être déléguées au maire. À l'inverse, pour les EPCI, c'est exactement à contrario, c'est-à-dire que vous avez une définition qui, pour le coup, une disposition, pardon, qui vous dit que tout peut être délégué au président à l'exception de, c'est-à-dire qu'on a des matières exclues, au rang desquelles, évidemment, le vote du budget, notamment. Ce qui est, encore une fois, certain, c'est que, qu'on soit dans le cadre municipal ou qu'on soit dans le cadre, on va dire, intercommunal, avec, encore une fois, deux modes de définition différents de ce qui peut être délégué par le délibératif à l'exécutif, dans tous les cas de figure, le principe qui a été posé par l'ordonnance, c'est bien d'attribuer la totalité du champ dévolu à l'Assemblée à l'exécutif, qu'il soit maire ou qu'il soit président, encore une fois, en tenant compte finalement de la législation spécifique relevant du droit commun à chacun des deux niveaux, le niveau communal d'une part et le niveau intercommunal d'autre part. On n'a pas manqué de vous signaler effectivement l'exception en matière d'emprunt, où là l'exécutif reste lié précisément par les délégations antérieures, et là je vous renvoie au principe de continuité des délégations qui avaient été initialement consenties. Et puis on a un dispositif particulier, évidemment dans le contexte plus que difficile que nous traversons, eh bien les textes ont permis précisément et ont autorisé l'exécutif à souscrire donc des lignes de trésorerie nécessaires. Alors, dans évidemment un certain nombre de limites. Ces limites, nous les avons ici très clairement reproduites. Donc, tout ça est issu du texte de l'ordonnance du 1er avril, soit en tenant compte donc du plafond, le cas échéant fixé par délibération portant délégation, ce qui suppose évidemment qu'il y ait eu avant la période de crise une délégation de cette nature, soit vous avez sinon deux, on va dire, cliquets
dans lesquels vous pouvez vous inscrire, le montant total du besoin budgétaire, alors 2020-2019, et un pourcentage des dépenses réelles figurant au budget d'exercice 2020, ou à défaut, si ce dernier n'a pas été adopté, figurant dans l'exercice 2019. Donc voilà, si vous voulez, ces questions-là. Et pour le coup, un peu à l'instar du volet précédent, je me permets éventuellement d'ajouter, si je puis dire, et je reviens juste sur le slide précédent, là aussi un élément d'interrogation. Donc on l'a dit, le champ de l'exécutif a été considérablement élargi à travers, encore une fois, la dévolution de l'essentiel, sinon de la totalité des matières relevant de l'Assemblée délibérante. Et pour les EPCI, on s'est notamment interrogé sur d'éventuelles matières concurremment déléguées au président par l'ordonnance du 1er avril, avec ce qui avait pu être initialement dévolu au bureau dans le cadre d'un EPCI. Et là, je ne parle bien que des structures de coopération intercommunale, dans la mesure où, si on faisait une lecture très littérale de ce dispositif, on aurait pu penser que si le président avait tout ce que l'Assemblée peut déléguer, ça aurait pu vouloir dire que le bureau lui-même ne pouvait plus avoir grand-chose. Et considérant précisément, en principe, président et bureau n'ont pas les mêmes matières sur lesquelles ils sont amenés éventuellement à décider. Et comme dans le même temps, l'ordonnance a modifié les modalités de fonctionnement du bureau, on en a malgré tout déduit que l'attribution de plein droit de l'ensemble des matières dévolues à l'Assemblée au président ne remettait pas nécessairement en cause ce qui avait pu être délégué initialement au bureau par l'Assemblée. Bon, là aussi, je me permettais d'attirer votre attention sur cette difficulté éventuelle, parce que nous avons eu à, en tout cas, sinon la solutionner, en tout cas à l'évoquer dans les interrogations qui nous ont été communiquées. Et donc, on en revient effectivement ici à cette question donc de la quasi-plénitude des pouvoirs donc dévolus à l'exécutif. Encore une fois, tel que cela découle donc de l'ordonnance du 1er avril dernier, avec cette précision, outre le fait pour donc le pouvoir exécutif à travers donc l'ordonnance qui a été prise d'attribuer cette quasi-plénitude, on reste malgré tout sur des possibilités de délégation, et là de délégation consentie selon les règles de droit commun, c'est-à-dire que par définition, que ce soit donc le maire ou le président, ils ont la capacité et la faculté de pouvoir déléguer aux adjoints côté communal, aux vice-présidents côté intercommunal, voire à tout conseiller municipal ou à tout membre du bureau, lesquels sont donc censés agir par délégation du maire, c'est-à-dire qu'on a conservé les règles de droit commun de la délégation d'attribution telles qu'elles existaient finalement en dehors de la période, et quelque part elles viennent compléter le dispositif dérogatoire qui a donc conféré à l'exécutif la quasi-totalité des pouvoirs dévolus à l'Assemblée. Et de la même manière, s'agissant des agents, là aussi, le DGS, le directeur général adjoint, le DGST, le DST, les responsables de service ayant reçu délégation de signature peuvent là aussi, évidemment, agir dans le cadre des délégations de signature dévolues selon les règles du droit commun. Donc, on a ajouté des règles sans pour autant obérer de l'application des règles de droit commun s'agissant des délégations que l'exécutif, qu'il soit maire, qu'il soit président, peut donner à travers des délégations aux élus d'attribution ou des délégations de signature aux agents. Un élément important qui est celui, et là aussi qui s'inscrit dans les modalités précisément de prolongation de ces mandats, c'est la nécessité qu'il y a d'informer sans délai et par tout moyen. Alors, non seulement les conseillers municipaux et les conseillers donc communautaires maintenus, c'est-à-dire ceux, on va dire, issus des assemblées sortantes, mais également, et ça c'est évidemment une tâche relativement complexe, précisément dans la situation que nous connaissons actuellement, mais également tous les conseillers, là aussi municipaux et communautaires, dont l'élection a été acquise dès le premier tour. Ce qui veut donc dire que de ce point de vue-là, il y a bien une double information, encore une fois aux élus qui sont aujourd'hui, j'allais dire en charge et en poste, mais qui relèvent des assemblées sortantes, et à tous les élus, là aussi qu'ils soient municipaux ou communautaires, en fonction évidemment des décisions prises par le maire ou par le président de la communauté, dans le cadre de ces délégations,
eh bien, donc c'est cette double information qui est due précisément à l'ensemble de ces élus. Ce qui, évidemment, notamment, je pense à des EPCI d'une certaine taille, en tout cas avec un grand nombre de communes, peut évidemment constituer une tâche finalement assez significative s'agissant des délégations consenties au président de l'EPCI. De la même manière que dans les règles de droit commun, l'exécutif doit évidemment rendre compte à la prochaine réunion. Là, pour le coup, on est dans les règles classiques et de droit commun. Bien évidemment aussi, transmission, il doit y avoir au contrôle de légalité. Publicité, il doit aussi y avoir, avec cette précision que dans quelques minutes, on précisera là aussi des modalités dérogatoires permettant d'assurer cette transmission et cette publicité. Mais j'allais dire que, indépendamment du caractère dérogatoire et assez extraordinaire de l'ensemble des matières qui ont été dévolues à l'exécutif, on reste sur les modalités d'application, sur quelque part le droit commun, s'agissant du contrôle de légalité, du fait de rendre compte, avec cette particularité s'agissant des élus maintenus comme des élus nouveaux, et des modalités de publicité. Les limites, parce que le législateur, pour le coup, a néanmoins posé quelques limites. Les limites, eh bien, ce sont d'abord les possibilités dont dispose l'Assemblée à tout moment de décider par délibération de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation. Alors, ça, c'est le principe qui a été posé, mais enfin, comment dire, l'appréciation du à tout moment, dans le contexte actuel, évidemment, peut être là aussi sujet à débat, dans la mesure où, évidemment, vous le savez, certes, un certain nombre de membres de l'Assemblée peuvent provoquer une réunion. Enfin, j'allais dire qu'à la base, celui qui maîtrise le calendrier des réunions, c'est l'exécutif. Et là, en l'occurrence, s'il s'agit de mettre un terme en tout ou partie aux délégations que la loi lui a consenties, évidemment, vous voyez qu'il peut éventuellement y avoir, on va dire, éventuelles difficultés. Mais enfin, en tout cas, le principe a quand même été posé, c'est que l'Assemblée délibérante peut à tout moment mettre un terme à tout ou partie de cette délégation, encore une fois dérogatoire. Elle peut, dans les mêmes conditions, modifier cette délégation, et la loi est même allée, en l'occurrence par le biais de l'ordonnance, aller jusqu'à poser comme principe que eh bien, l'Assemblée pouvait même réformer les décisions prises par l'exécutif, ce qui d'ailleurs peut là aussi être générateur de difficultés si nous avons notamment des décisions qui ont pu être prises par l'exécutif, qui sont par exemple créatrices de droit. Si il y a réformation de ces décisions-là créatrices de droit par le délibératif, évidemment, vous voyez les conséquences, on va dire, et les difficultés éventuelles que cela pourrait, le cas échéant, engendrer. Alors, vous avez fait une slide sur les indemnités de fonction qui nous semblait assez importante dans la mesure où, au-delà de l'aspect pratique, financier de cette problématique, on a pu constater qu'il y avait une réelle difficulté entre les textes et les règles posées, et en l'occurrence par le texte, et l'interprétation que pouvait en faire la doctrine. Le principe aujourd'hui, entre guillemets, communément admis au niveau de la doctrine, c'est qu'on a un maintien des indemnités de fonction avec finalement le principe selon lequel les indemnités suivent la date de début et de fin de mandat. La difficulté qui a pu se poser, qui pourrait encore se poser, tient au fait que le seul texte qui vise ce maintien des indemnités de fonction est celui de la loi du 23 mars, qui ne vise cette hypothèse du maintien des indemnités de fonction en référence à l'article 52.11.12 du Code général des collectivités territoriales. Elle ne le vise que pour les présidents et vice-présidents. Donc, au regard des trois textes et des autres textes d'ailleurs qui ont pu intervenir des autres ordonnances, le seul dispositif qui prévoit le maintien des indemnités de fonction est lié et en tout cas ne vise précisément que les présidents et vice-présidents et nous dit que les délibérations afférentes aux indemnités de fonction demeurent en ce qui les concerne. Donc, effectivement, si on suit la lettre du texte, on pourrait avoir une interprétation très restrictive quant au maintien de ces indemnités de fonction. Néanmoins, on doit reconnaître que ça ne semblait quand même pas aller avec l'esprit des textes qui ont pu être adoptés, notamment des différentes ordonnances. Et on a pu constater que la DGCL, notamment dans la notice explicative qu'elle a pu faire ensuite de la loi et confirmée dans le cadre de différentes interventions vis-à-vis des ordonnances, considère qu'il n'y a pas de difficulté sur cette question-là. Les indemnités de fonction vont perdurer. Elles vont perdurer pour tous les conseillers
sont maintenues dans leur mandat et elles pourront cesser à compter de l'entrée en fonction des nouveaux conseillers. Et donc, là encore, finalement, l'indemnité de fonction suit le mandat de la personne qui l'exerce. À ce stade-là, on n'a pas eu de complément textuel sur cette problématique-là. Néanmoins, avec une telle position de la DGCL, pour nous, il nous semble pouvoir être considéré assez aisément qu'on a bien un principe de maintien des indemnités de fonction. Alors, sur les assouplissements dont bénéficie le fonctionnement des assemblées, effectivement, on va être davantage sur le texte de l'ordonnance du 1er avril qui est venu un peu préciser toutes les simplifications dont pouvaient bénéficier les organes délibérants, que ce soit conseil communautaire, conseil municipal, et dans certains cas, et on y reviendra, les comités syndicaux des différents syndicats mixtes fermés ou ouverts. Le premier point d'assouplissement est lié à l'abaissement du quorum. Donc, l'ordonnance est venue indiquer que le quorum des assemblées et d'ailleurs également des bureaux des EPCI était abaissé au tiers des membres présents ou représentés. Alors, cette règle avait déjà été évoquée dans la loi du 23 mars. L'ordonnance est venue préciser que ça valait aussi pour les membres représentés et ça a son importance puisque dans ces dispositions-là, on prévoit également que les conseillers vont pouvoir être porteurs de 2 pouvoirs. Classiquement, ça n'est qu'un seul. Dans le cadre de la crise sanitaire, on a cette possibilité-là d'avoir 2 pouvoirs pour un même conseiller. Et sur l'hypothèse du quorum, on poursuit d'ailleurs dans les conditions plutôt de droit commun, on dit si le quorum du tiers n'est pas atteint, le conseil pourra être convoqué dans les 3 jours d'intervalle et délibérer alors sans condition de quorum. Il nous semble important d'attirer votre attention là-dessus sur ces dispositions et sur leur applicabilité, dans la mesure où, à notre sens, ces dispositions, et donc l'abaissement du quorum, ne peuvent jouer que pour les conseils municipaux, d'ailleurs départementaux ou régionaux, et les EPCI à fiscalité propre, et ne pourraient pas s'appliquer aux syndicats. Pourquoi? Dans la mesure où le texte est quelque peu ambigu sur cette problématique-là. On renvoie uniquement aux collectivités et les établissements publics qui en relèvent, et ensuite on vise les EPCI à fiscalité propre. Et dans la mesure où les syndicats ne sont pas des établissements publics qui relèveraient par exemple d'une commune à proprement parler en tout cas en droit, il nous semble qu'on ne pourrait pas leur appliquer cet abaissement du quorum. Cette analyse est également confirmée par le fait que l'ordonnance, pour toutes les autres problématiques, vise bien les collectivités ou leurs groupements. Et donc, à ce stade-là, il nous semble que la sécurité juridique recommande en tout cas de considérer que le quorum est toujours à la moitié pour les structures syndicales, mais des échanges avec les préfectures pourraient être importants. Dans les autres assouplissements qui sont prévus par l'ordonnance, une règle assez intéressante tient à la possibilité, alors ça n'est qu'une possibilité, naturellement il n'y a pas d'obligation, pour l'exécutif et donc le maire ou le président de décider de ne pas saisir les commissions ou conseils dont l'avis est habituellement ou légalement requis. Ces commissions, elles sont limitativement listées. On a les commissions thématiques qui sont créées par les conseils municipaux, EPCI ou conseils départementaux et régionaux. On a également la conférence territoriale de l'action publique et on a enfin le conseil de développement, outre certaines commissions spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer. Mais, donc, notamment pour les commissions thématiques, le texte est venu prévoir que l'exécutif a la possibilité de décider, au regard des problématiques sanitaires actuelles, de ne pas saisir ces commissions pour avis. Alors, cette possibilité, elle n'est pas exempte de conditions, qui sont d'ailleurs davantage a posteriori que de manière antérieure, à savoir le fait que si le maire ou le président prend une telle décision, il va devoir informer sans délai la commission concernée de cette décision, de ne pas la consulter. Il va également devoir leur fournir tous les éléments d'information relatifs aux affaires qui ne vont pas leur être soumis, et il devra leur communiquer aux membres de ces commissions ou conseils la décision qui aura été adoptée. Autre assouplissement qui ne vise que pour les collectivités territoriales, donc communes, départements, régions, qui là encore, au regard de la lettre
du texte ne nous semble pas applicable ni aux EPCI ni aux syndicats, c'est l'absence d'obligation de réunion trimestrielle. Donc, on va avoir cette exonération. En l'état, la sécurité juridique recommande de ne l'appliquer que aux collectivités. Quoi qu'il en soit, par contre, pour l'ensemble des structures, donc collectivités, EPCI et syndicats, on a une règle qui est présentée par la doctrine comme justement le pendant de cette absence d'obligation trimestrielle, qui tient au fait que l'organe délibérant pourrait être réuni à la demande d'un cinquième de ses membres. Alors, classiquement, on est sur un tiers, notamment pour les communes et les EPCI, et cette règle-là, pour nous, ne fait pas obstacle à la prérogative du président ou du maire de décider de cette réunion. Néanmoins, dès lors qu'une demande serait formulée par un cinquième des membres, le maire ou le président sera tenu de convoquer l'organe délibérant avec précision posée par la loi, comme obligation de le convoquer dans un délai maximal de 6 jours et pour une durée maximale d'1 journée. Ça, c'est une règle qu'il faut garder en tête, puisqu'effectivement, actuellement, ça pourrait être une demande qui pourrait être formulée par différents membres de l'organe délibérant. Étant précisé que la loi est de limiter néanmoins la possibilité qu'auraient les membres du conseil municipal, communautaire ou métropolitain de présenter une telle demande à une demande de réunion par période de 2 mois. Alors, toujours dans les assouplissements, vous le savez probablement, on a dans les dispositions transitoires et liées à l'état sanitaire la possibilité de réunir les assemblées en visioconférence ou à défaut en audioconférence. Alors, cette modalité de réunion va dépendre d'une décision du maire ou du président. Les textes sont relativement clairs là-dessus, et là encore, ça n'est qu'une possibilité. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer avoir un conseil municipal ou conseil communautaire qui se tiendrait de manière classique. Si d'ailleurs c'est quand même la méthode qui est privilégiée, ou en tout cas sur laquelle incite la DGCL et le ministère de la Cohésion, si on décide de réunir le conseil communautaire ou municipal en visioconférence, on va devoir respecter certaines conditions. La première, naturellement, c'est qu'on va devoir convoquer les membres en leur précisant les modalités techniques de la réunion en visio ou en audioconférence. Et le texte nous dit bien que sur ce point-là, il appartient au maire ou au président de transmettre par tout moyen cette convocation avec les précisions de modalités techniques. Étant précisé que pour toutes les réunions ultérieures, on devra également à chaque fois dans la convocation indiquer précisément le fait qu'on est sur le choix d'une réunion à distance. Autre condition, tient au fait que le maire comme le président devra rendre compte lors de la réunion des diligences qu'il a effectuées pour mettre en place le système de visioconférence ou audioconférence. Mais surtout, et à mon sens c'est quand même la plus importante de toutes, il faudra que lors de la délibération qui va être adoptée lors de la première réunion en visioconférence, donc ça suppose bien une délibération spécifique du conseil municipal ou communautaire, le conseil statue sur comment on identifie les participants, comment on enregistre et comment on conserve les débats et quelles sont les modalités de scrutin. Il faudra, selon nous, que la réunion commence par une délibération spécifique à ces éléments-là, faute de quoi ça pourrait être contesté par la suite et éventuellement d'ailleurs remettre en cause les délibérations ultérieures. Néanmoins, on a une limite à cette possibilité de visioconférence ou audioconférence qui tient au fait qu'on ne peut avoir que des votes au scrutin public. Alors, le texte nous dit que ce scrutin peut être fait soit par appel nominal, soit par scrutin électronique. Bien sûr, dès lors que les conditions qui sont mises en œuvre garantissent la sincérité. Néanmoins, ça signifie que toute décision dont les textes imposeraient un vote à bulletin secret, je pense notamment par exemple à la désignation du bureau, on ne pourrait pas les mettre en œuvre et en tout cas les prendre dans le cadre d'une visioconférence, puisque le texte nous dit bien que ce n'est que dans le cadre du scrutin public. De la même manière, parce que la visioconférence a lieu qu'à scrutin public. De la même manière, d'ailleurs, ça ne fait pas obstacle à ce qu'il y ait une demande de vote secret. Et le texte prévoit cette possibilité-là en précisant simplement que, dans cette hypothèse-là, on aura nécessairement un report
de cette décision. Et ce report devra être fait dans le cadre d'une réunion qui ne serait pas dématérialisée. Donc, dès lors qu'on aurait une demande de vote secret, on serait obligé de reporter à une date où on pourra réunir de manière classique le conseil municipal ou le conseil communautaire. Néanmoins, la loi vient quand même préciser que pour ces hypothèses de scrutin public dans le cadre de visioconférence, en cas de partage, classiquement la voix du maire ou du président serait prépondérante, et il appartiendra bien au maire ou au président de proclamer les résultats du vote. Alors, on a pu voir que une question se posait relativement souvent à certaines collectivités quant à la possibilité d'avoir une décision en huis clos. Le principe, effectivement, on est bien sûr des séances, conseil municipal, conseil communautaire qui sont publiques. Et le régime de droit commun permet, sur demande de 3 membres, à l'organe, à l'exécutif, sur demande de 3 membres ou de l'exécutif, de faire délibérer l'organe délibérant sans débat sur la possibilité de se réunir à huis clos. Plusieurs collectivités sont interrogées sur est-ce qu'on pourrait ou non avoir une décision qui interviendrait, donc mettre en œuvre ce régime entre guillemets de droit commun dans le cadre de la période Covid. Selon nous, on pourrait effectivement imaginer avoir des décisions qui seraient adoptées à huis clos, puisque dans les textes, seul le scrutin doit être public. Néanmoins, il conviendra de garder en tête que pour pouvoir réunir à huis clos, encore faut-il pouvoir justifier de la motivation et de pourquoi on voudrait réunir à huis clos. Et sur ce point-là, il faudrait être précautionneux et en tout cas répondre aux limites qu'a pu poser le juge administratif en la matière. Enfin, sur le fonctionnement des assemblées, on doit relever, et c'est d'ailleurs proche du régime qui a permis la loi engagement et proximité sur ces visios, que le texte est bien nous préciser que le quorum des réunions en visio se fera à la fois en fonction des membres présents sur le lieu de la réunion, mais également pour tous ceux qui seraient présents à distance. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, et il me semblait assez important que les choses soient claires, tout comme sur les présents ou représentés, qui par exemple manquait dans la loi Covid et qui a été ajouté par l'ordonnance. Alors, pour votre complète information, le ministre de la Cohésion des Territoires a recensé plusieurs solutions techniques qui permettent la visioconférence ou l'audioconférence. On pourra, le cas échéant d'ailleurs, mettre les liens dans le support, mais voilà, on a un document qui aujourd'hui existe, qui a été créé par le ministère pour aider les collectivités dans ces démarches de visio. Autre précision qui me semblait importante de rappeler, c'est sur le caractère public des débats. Pour les collectivités et pour les EPCI, le texte est venu prévoir qu'il était réputé satisfait dès lors que les débats étaient accessibles en direct au public de manière électronique. Donc, on n'aura pas de difficulté, ou en tout cas, on ne pourra pas nous opposer de grief sur le caractère public des débats, dès lors qu'on pourrait y accéder, que le public pourrait y accéder, par exemple, par des vidéos qui seraient retranscrites. Alors, on poursuit notre cheminement donc sur d'autres règles liées aux modalités de fonctionnement, et là, on va évoquer les dispositifs particuliers qui ont été prévus et adoptés s'agissant des obligations de transmission des actes au contrôle de légalité, qui évidemment ont été maintenus, j'allais dire au moins à minima à l'identique, mais qui ont surtout été assouplis. Et ce qu'a prévu les textes, et notamment donc l'ordonnance, eh bien précisément, c'est que possibilité était donnée de transmettre par voie électronique uniquement, donc à travers un certain nombre d'adresses dédiées, mais que cette souplesse-là était évidemment, là aussi, dans la période du moment et compte tenu des difficultés induites par les moyens traditionnels. Donc précisément, cette règle-là a été posée pour faciliter précisément la tâche des collectivités dans cette période ô combien complexe. Donc on reste sur une obligation de transmission, mais sur un réel assouplissement des dites modalités donc de transmission des actes au contrôle de légalité. Alors, vous avez dans l'ordonnance, c'est détaillé de manière assez précise, les modalités
selon lesquels précisément l'envoi en préfecture peut être réalisé donc par voie de transmission électronique, avec, eh bien encore une fois, évidemment, un certain nombre d'indications qui vous sont ici signalées, encore une fois, qui sont donc tout à fait et précisément établies par les termes de l'ordonnance. Il est bien précisé, et on a souhaité attirer votre attention sur ce point-là, que chaque envoi électronique ne pouvait contenir qu'un seul acte en tant que tel. C'est une précision qui a été donc ici posée et établie. Et donc là aussi, autre conseil, bien vérifier que l'AR comporte la date de réception de l'envoi, la désignation de la préfecture réceptrice. Bref, l'idée évidemment étant qu'il n'y ait pas d'incertitude sur la bonne transmission d'un acte qui, vous le savez, va lui conférer un caractère exécutoire, d'où évidemment la nécessité de bien veiller à ce bon acheminement par les voies d'une transmission électronique, encore une fois, dans les conditions actuelles. S'agissant de la publicité des actes en tant que tels, eh bien, là aussi, on a maintenu, j'allais dire, la règle traditionnelle de la publicité papier, mais on a aussi posé l'admission de la publicité opérée par voie électronique, notamment, eh bien, sur le site, on va dire, officiel de la collectivité, quand il existe, ce qui est quand même maintenant le cas de la plupart des collectivités. Et là aussi, les textes, eh bien, sont venus poser un certain nombre de conditions, précisément quant aux modalités de publication. J'allais dire, pour le coup, peut-être un peu à contrario de ce qu'on a pu voir sur un certain nombre de règles. J'allais dire que là, ce sont presque des règles, entre guillemets, de bon sens qui ont été on va dire, posées, qui, encore une fois, ne remettent pas en cause l'existant, mais viennent précisément assouplir les modalités selon lesquelles, eh bien, les actes deviennent pleinement exécutoires. Alors, concernant les vacances de l'exécutif, on a un texte, on le disait en début de formation, on a un texte spécifique qui est venu organiser finalement l'hypothèse dans le cadre de laquelle on aurait une vacance de l'exécutif pendant la période de crise sanitaire. Ce texte, donc, c'est l'ordonnance du 8 avril, l'ordonnance 2020-413, qui vient d'un côté préciser comment ça se passe dans l'hypothèse du maire et par l'article 2, comment ça se passe au niveau des présidents, conseil départemental, régional, EPCI à fiscalité propre, et donc qui vient ensuite poser, le cas échéant, quelques conditions. Concernant les maires, on a dans l'hypothèse de la vacance une règle selon laquelle on va regarder la vacance jusqu'à la première réunion du conseil municipal. Pourquoi on le précise? Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément la même règle au niveau des présidents. Pour les maires, donc, on va se baser sur cette première réunion, sachant que le texte a quand même pris en compte l'hypothèse où, parce qu'on a certaines communes qui, suite au premier tour, dès lors qu'on avait une élection du conseil municipal au côté, ils se sont réunis et ils ont d'ores et déjà désigné un nouveau maire. Le texte vise aussi cette hypothèse-là, et nous prévoyons bien que si on a une vacance du maire, et même si on a un maire qui a été désigné avant l'entrée en vigueur de la loi, ce maire-là ne viendrait pas remplacer, en tout cas, ne remplacerait pas dans le cadre de la vacance le maire, et on attendrait bien le texte d'entrée en fonction du nouveau maire, et on appliquerait donc la règle qui est posée dans cette disposition-là. La règle est la suivante. En cas de vacance du maire, c'est soit le premier adjoint, enfin, en tout cas l'adjoint dans l'ordre du tableau ou des nominations, et à défaut, viendra remplacer le maire un membre du conseil municipal, si tant est qu'il aura été préalablement désigné par le conseil municipal. Donc, effectivement, classiquement, on choisira en priorité les adjoints, et sinon, à défaut, il appartiendra au conseil municipal de désigner la personne, enfin, le conseiller habilité à représenter, en tout cas pour la place du maire, dans le cadre de la vacance. Étant précisé, et ça a quand même son importance, que pour toute cette période, les incompatibilités qui sont prévues, notamment par l'article 21-22-4, qui tiennent par exemple au fait qu'on ne peut pas être maire et président du conseil départemental ou du conseil régional, ne s'appliquent pas, ce qui peut être quand même relativement important. Concernant les présidents, je vous disais, on va avoir une période différente. C'est-à-dire que pour l'hypothèse de la vacance du président, le texte ne s'est pas restreint à la première hypothèse, il s'est restreint à la durée de l'état d'urgence
et donc, en l'occurrence, potentiellement jusqu'au 24 juillet. Sur cette hypothèse-là, alors là, on vous a mis les dispositions qui ont été prises dans le cadre de l'ordonnance du 8 avril et qui nous disent donc, pour le président, on va d'abord prendre le vice-président dans l'ordre de nomination et à défaut, même règle que pour le conseil municipal et pour le maire, un membre de l'organe libérant désigné par celui-ci. On tient néanmoins à attirer votre attention sur un point et sur une petite incohérence qui pourrait finalement trouver à s'appliquer, même si peut-être semble relativement limitée, puisque la loi Covid avait elle aussi prévu l'hypothèse finalement de l'empêchement et de l'absence du président, en organisant pour les EPCI à fiscalité propre uniquement, néanmoins, mais en organisant le fait que ce serait soit un vice-président dans leur dénomination, soit le conseiller communautaire le plus âgé. Donc effectivement, si on a l'hypothèse dans le cadre d'un EPCI qu'on n'a pas la possibilité de réunir le conseil communautaire, on pourrait s'interroger sur l'applicabilité plutôt des dispositions de la loi à défaut de celle-ci. Il n'y a pas eu de doctrine sur ce point-là. Quoi qu'il en soit, ça nous paraît être une hypothèse relativement limitée dans ses probabilités. Le texte sur la vacance de président pose néanmoins également une condition qui ne va pas s'appliquer aux EPCI à fiscalité propre, puisque pour les conditions de réunion, on a des dispositions spécifiques, mais qui imposera, dès lors qu'on aura eu une vacance de président et donc un remplaçant, à ce que le président convoque l'organe délibérant dans le délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence. État d'urgence qui, vous le savez, avait été initialement fixé au 24 mai et qui a été repoussé au 24 juillet, et ce qui veut dire que dans le délai d'un mois, donc jusqu'au 24 août, il faudra impérativement, dans cette hypothèse-là, dès lors qu'on aura une vacance, que le président remplaçant convoque l'organe délibérant. Alors là encore, tout ce qui est incompatibilité des droits communs ne pourrait pas s'appliquer au remplaçant. Et puis, pour terminer cet exposé, on est presque dans le timing, on a un tout petit peu débordé, je crois que le temps imparti était à peu près d'1 heure, donc on arrive encore une fois à quelques minutes près dans ce timing et dans ce format. Quelques éléments qui, pour le coup, sont spécifiques, notamment à 2 compétences. On les avait annoncés dans l'introduction tout à l'heure. S'agissant des compétences eau et assainissement, vous le savez sans doute, la loi engagement proximité de la fin de l'année dernière, précisément du 27 décembre dernier, avait d'ailleurs sur cette question-là, un peu à la surprise un peu générale, en tout cas un peu de dernière minute, avait maintenu les syndicats infracommunautaires, c'est-à-dire ceux qui sont, on va dire, dont le périmètre, est tout entier inclus dans le périmètre d'une communauté, et avec notamment une possibilité de délégation pour ces syndicats, un maintien pour une durée de 6 mois, avec donc une possibilité de délégation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maintien tel qu'il avait été posé par la loi engagement à 6 mois a donc été prolongé de 3 mois, c'est-à-dire que ça n'est plus 6, mais c'est bien 9 mois. Ce qui, pour le coup, va donc nécessairement nous amener jusqu'au mois de septembre prochain, c'est-à-dire que le délai en tant que tel de ces structures syndicales au périmètre, encore une fois, réduit, c'est-à-dire infracommunautaire, sera non plus de 6, mais bien de 9 mois. De la même manière, vous le savez aussi, dans la loi engagement et proximité, possibilité était donnée à un EPCI notamment, ou à une commune plutôt, de demander à l'EPCI de lui confier par délégation la gestion du service de l'eau ou de l'assainissement. C'était une nouvelle procédure de délégation, dite de délégation de compétences, sachant que l'EPCI qui était sollicité pour ce faire, devait précisément se prononcer dans un délai de 3 mois, ce qui évidemment nous amenait fin mars, et donc évidemment au beau milieu de la période actuelle, et donc ce délai a été porté de 3 à 6 mois pour répondre à la demande de délégation. C'est-à-dire que là où l'EPCI disposait d'un délai de 3 mois s'agissant d'une demande qui lui était faite par une commune de bien vouloir lui déléguer le service, désormais ce délai n'est plus de 3 mais bien de 6 mois. Le reste des dispositions n'a pas été changé, mais on a bien ces deux délais-là qui sont modifiés. Le délai de maintien des structures syndicales de 6 à 9 mois, et donc le délai dans lequel doivent se prononcer les EPCI lorsqu'ils ont été saisis d'une demande de délégation, qui est porté de 3 à 6 mois.
Voilà pour ce qui est du volet eau, assainissement. Et nous avons également, pour le coup, une modification de la loi LOM, donc la loi sur l'organisation des mobilités, donc du 30 décembre dernier, qui, là aussi, vous le savez sans doute, c'était un élément important pour les communautés de communes, eh bien, imposait à celles-ci de se prononcer sur ou non la prise de compétence organisation de la mobilité, en gros l'autorité compétente en matière de transport. Eh bien, cette date donc qui avait été fixée au 30 décembre 2020, eh bien, cette date est repoussée par l'ordonnance institutionnelle à la date du 31 mars 2021, sachant que dans la loi LOM, il y avait également d'autres dispositifs, ou plutôt d'autres modalités de prise de cette compétence, et en l'état, ces autres modalités n'ont pas été modifiées. Il n'y a que la date, encore une fois, butoir, donc qui était fixée pour les communautés de communes, dans lequel elles doivent se prononcer, qui elle-même a donc été repoussée, on va dire, d'un trimestre, pour passer de fin décembre à fin mars 2021. Voilà les quelques éléments que nous souhaitions vous présenter. Je ne saurais dire s'ils ne sont exhaustifs, mais j'ai tendance à dire que, évidemment, il y a toute une série d'autres points que nous n'avons pas expressément évoqués, mais nous sommes évidemment maintenant à votre entière disposition pour échanger et répondre à vos interrogations. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour cet exposé très synthétique et très complet à la fois. Je vais demander aux collègues qui veulent poser des questions d'utiliser le chat. Je vous rappelle, en bas de l'écran, sur la gauche. Posez vos questions, je vais les relayer tout de suite et distribuer la parole pour une bonne organisation du débat. Alors, je crois que Madame Couillot demande une fois la parole, donc je l'invite à activer son micro et à intervenir. Oui, bonjour à tous. Par rapport à l'exposé qui vient d'être fait, donc je suis secrétaire d'une mairie dans laquelle l'élection s'est jouée au premier tour. Vous indiquiez tout à l'heure qu'il y avait une possibilité de visio ou audioconférence, mais qu'il fallait que dans la délibération préalable, nous indiquions les moyens par lesquels nous allions conserver la preuve en fait de ces votes. Mais de quoi parle-t-on? Il va falloir que l'on filme les téléphones portables sur lesquels les conseillers s'exprimeront et comment je conserve dans le temps une conversation WhatsApp, par exemple, que j'enregistre sur mon propre téléphone. Alors, sur l'aspect de première réunion, effectivement, sur les modalités, on va les adopter dans le cadre de la première réunion. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une délibération entre guillemets préalable sur l'organisation de la visio. On va bien avoir une organisation par le maire ou le président, donc le maire en l'occurrence, de cette première réunion en visio, dans laquelle on va dire aux conseillers comment se connecter et comment venir. Et lors de cette réunion-là, on va effectivement faire valider les modalités de la réunion, notamment les conditions d'enregistrement des participants et autres, par le conseil municipal. En fait, c'est bien le texte de l'ordonnance, je le reprenais de manière très littérale, ce sont les convocations à la première réunion qui doivent préciser les modalités techniques de celle-ci. Et donc, par définition, transmises à l'exécutif lorsque précisément l'Assemblée est convoquée. J'entends bien, mais quelles sont les modalités techniques d'enregistrement de cela, c'est ces méthodes-là d'enregistrement et de conservation que je ne connais pas. Est-ce qu'elles ont déjà été utilisées, à part filmées par des professionnels dans les grandes collectivités? Moi, ma collectivité, elle a 19 conseillers, 2000 habitants. Alors, a priori, c'est ce qu'on évoquait, le ministère de la Cohésion des Territoires a mis en ligne une note qui est notamment accessible via le site de la DGCL, qui a fait justement toute une page dédiée aux dispositions Covid, dans lequel il met en place, il vise 2 services pour les structures, pour leur vidéoconférence et justement, je pense, les questions d'enregistrement. Je dois reconnaître que j'ai pas été consulter ces serveurs, on va dire, mais on a sur la note les liens des services qui permettent justement aux collectivités de mettre en place ces vidéoconférences.
Alors, je crois que Laurent Kissinger voulait intervenir pour signaler une référence. Laurent, je t'en prie, mets ton micro et apporte l'info. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, donc Laurent Kissinger, DGS, Communauté de communes Ouest Limousin, oui. À ce sujet, pour répondre à Laurence, la région Nouvelle-Aquitaine, à l'occasion de l'adoption du plan régional de sauvegarde de l'économie, a adopté une délibération qui peut peut-être servir de modèle, délibération qui sert, dans laquelle justement il fixe toutes les modalités d'enregistrement, etc., de recueil des votes, etc., dans la période Covid. Éventuellement, si besoin, je l'ai. Ah, effectivement, ça serait une très bonne idée de la mutualiser, de la mettre en ligne sur le site du CNFPT. Si tu veux bien la transmettre, on la mettra. Oui. Pas de souci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Oh, j'en suis sûr, compte tenu de la densité, de l'importance et le nombre des questions que nous abordons, je ne doute pas que vous ayez d'autres questions à poser ou d'autres témoignages à apporter. À moins que vous ayez trouvé toutes les réponses à toutes vos questions. Là, ça serait fameux aussi, mais... Ce qui serait étonnant quand même. Oui, ça m'étonnerait un petit peu aussi. Alors, en utilisant le chat, hein, n'oubliez pas. Oui, du coup, si personne ne reprend la parole, j'ai une autre question. Quand on dit que le quorum est abaissé au tiers, comment choisit-on, enfin, par quel procédé on indique à certains conseillers de ne pas se déplacer et de rester en visio? Est-ce que c'est le maire qui décide? Est-ce qu'il fait est-ce qu'il interroge par téléphone pour savoir qui sera présent, qui sera pas présent? Est-ce que c'est sa compétence de dire les adjoints se déplacent et les conseillers sont en visio? Alors là-dessus, si votre question c'est bien celle en gros de la détermination des élus qui pour les uns sont présents ou les autres à distance, très honnêtement les textes ne précisent pas si c'est à l'exécutif qui convoque de définir ces modalités-là. J'ai tendance à penser que ça relève plutôt, me semble-t-il, de choix individuels quant au fait d'être physiquement présent ou d'être présent à distance. Mais de mon point de vue, je ne suis pas convaincu que l'exécutif dispose de la faculté de pouvoir, on va dire, de cette manière-là, considérer par exemple que les adjoints devraient être présents et si on raisonne dans le cadre municipal et les autres élus pouvant éventuellement être à distance. Enfin, en tout cas, les textes ne sont pas établis en ce sens-là. J'ai tendance à penser que c'est plutôt le choix individuel des uns et des autres qui peut, me semble-t-il, conditionner leur présence ou non. Oui, alors effectivement, je n'ai pas été tout à fait précise. Ma question, elle était aussi par rapport à la taille des salles de conseil municipal qui, au regard des nouvelles modalités, ne me permet pas d'accueillir mes 19 conseillers. Et donc, du coup, dans cet esprit-là, j'étais dans l'idée de me dire, est-ce que on peut dire à certains conseillers, voilà, d'être plutôt présents ou pas, parce que sinon je pourrais me retrouver avec 19 présents dans une salle qui ne peut pas les accueillir. Alors c'est vrai que là-dessus le respect des règles sanitaires impose pour le coup, comme vous le dites et dans la configuration qui est la vôtre, en tout cas d'éviter que l'ensemble des élus puissent être présents. Donc du coup, j'ai tendance à penser que cela peut se faire, j'allais dire, en amont de la réunion de manière informelle pour identifier et pour faire en sorte, et c'est vrai que ça c'est plutôt la responsabilité de l'exécutif, que le nombre de personnes physiquement présentes soit, on va dire, en adéquation avec le respect des consignes et des prescriptions sanitaires. Mais pour moi, ça n'est pas, comment dire, la formalisation même me semble difficile. Encore une fois, c'est à l'exécutif en amont d'une convocation, finalement, non pas tant de jauger, mais précisément de déterminer, mais pour moi, en accord direct avec les élus intéressés, quels sont ceux qui ont vocation à être physiquement présents des autres, me semble-t-il, sans qu'il y ait une forme particulière, si je puis dire. Très bien, merci. Alors peut-être juste une précision parce que dans votre question, il y avait également une référence au quorum, sur les modalités de calcul du quorum.
Oui, enfin, le quorum étant abaissé au tiers, je me disais que du coup, ça réduisait aussi possiblement la présence physique. En fait, il y avait un lien entre les deux. Oui, complètement. C'est vrai que tant la loi que l'ordonnance sont bienvenus, j'allais dire, au diapason de fixer un quorum qui a été singulièrement abaissé, en l'occurrence au tiers, avec une petite précision entre tiers présent représenté. Alors, l'article 2 nous précise bien qu'on a un tiers des membres en exercice présents ou représentés, et l'article 6 sur les visioconférences nous dit qu'on l'apprécie en fonction de la présence des membres dans les lieux et également ceux de présents à distance. D'accord. Alors, d'autres questions, chers collègues? Alors, une question de Madame Fourny, je crois bien, hein, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Juste une petite précision sur la communication faite aux conseillers sur les décisions prises par le président. Oui. Donc, autant pour les conseillers dont l'élection est acquise au premier tour sur les communes de 1000 habitants et plus, on a la liste, on les connaît. Quid pour celles, pour les communes de moins de 1000 habitants où le tableau n'est toujours pas connu tant que le conseil n'est pas installé? À qui est-ce qu'on fait la communication sur ces communes-là? Alors, attention, on est bien d'accord que là, et vous avez raison, l'information, elle doit être faite au sens où l'obligation est posée, non pas tant à la commune, mais bien individuellement aux élus. Et donc, en fait, votre question, c'est comment identifier notamment les élus du premier tour qui ont été définitivement élus du fait du nombre de voix qu'ils ont obtenus dans les communes de moins de 1000 habitants. Oui, puisque sur les communes de moins de 1000 habitants, seront amenés à siéger les élus dans l'ordre du tableau. Ça sera le maire et après le premier adjoint ou le deuxième. Là, Oui, aujourd'hui, oui. En fait, votre question, c'est l'identification en définitive des conseillers communautaires. C'est ça, puisque je ne la connais pas. Et oui, et à partir du moment où, alors là, pour le coup, très honnêtement, je pense que ici, on n'est pas très loin de, je réfléchis tout haut, mais effectivement, vous avez raison, de la formalité impossible, parce que tant que le conseil municipal n'est pas installé, effectivement, l'ordre du tableau, on peut le supposer, mais en tout cas, il n'est pas établi. Il n'est pas officiel. Il n'est pas Donc, officiel. la question était, est-ce qu'on adresse à tous les élus… Les conseillers communautaires, pardon. Voilà, la question c'est, est-ce qu'on l'adresse à tous ceux qui sont susceptibles d'eux, donc tous ceux qui sont élus premier tour? Alors c'est vrai que la question se pose. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai qu'à l'ensemble, c'est peut-être beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ça n'est pas à vous de pouvoir trancher la question de savoir quel va être l'ordre du tableau. Donc c'est vrai que du coup, dans le doute, alors évidemment, ça alourdit considérablement, mais dans le doute, vous pourriez effectivement assurer le respect de cette obligation en envoyant finalement les décisions à l'ensemble des élus du premier tour qui ont potentiellement vocation à être, on va dire, en premier lieu dans l'ordre du tableau et donc par définition concernés par un poste de conseiller communautaire, effectivement. Oui. Mais là, sauf erreur de ma part, la loi n'a pas prévu, on va dire, la détermination, en tout cas j'en suis quasiment sûr ou presque, on est en train de le vérifier, de dispositions qui permettent, j'allais dire, de pouvoir identifier, et pour cause, encore une fois, les conseils municipaux n'ont pas été installés. Ça, le texte nous dit, les candidats élus au premier tour dans l'entrée en fonction et différés sont destinataires de la copie qui est échéant. Donc, en fait, on n'a pas la capacité, vous avez complètement raison, d'identifier les conseillers communautaires dès lors qu'ils sont pris dans l'ordre du tableau. À défaut de tableau, c'est vrai que la règle que vous venez de poser, on peut imaginer la mettre en œuvre. C'est sans doute un peu lourd, mais en tout cas, de ce point de vue-là, on ne pourra rien vous reprocher. D'accord. Merci. Je vous en prie. Autre question.
Alors, chers collègues, là, je vois que beaucoup de collègues ont coupé leur caméra. Est-ce à dire qu'ils ont, ils ont trouvé refuge dans les douceurs vespérales ou pas? Ah non, voilà, tout de suite. Laurent, je te donne la parole immédiatement. Merci. J'aurais plusieurs questions qui relèvent de la composition du conseil communautaire et notamment sur la période dite de mixité qui va intervenir après le décret, le fameux décret du 27 mai, qui devrait être pris le 27 mai, et l'installation du futur conseil communautaire, qui devrait peut-être intervenir au mois d'octobre. Oui, C'est ça. C'est tel qu'on semble parti. Dans cette période, le suspense est entier, mais enfin, c'est une probabilité. Hein. Je sens que ça va être une bonne question, maître. Dans cette période, et vous l'avez précisé, la loi est venue, enfin les lois sont venues préciser et les ordonnances sont venues préciser un certain nombre de résoudre un certain nombre de questions de composition. Oui. Cependant, il y a des points très particuliers dans certains EPCI. Oui. Et notamment le nôtre, c'est pourquoi je vous pose la question. Je vous en prie. La loi sur la continuité, alors je ne sais plus laquelle c'est, si c'est la loi du 23 mars ou une des fameuses ordonnances, mais peu importe, a bien précisé que l'exécutif, à savoir le président et les vice-présidents, allaient rester en exercice. Exact. On est d'accord. Va donc se poser la question chez nous d'un vice-président, comme vous l'aviez évoqué, qui va rester vice-président alors même qu'il ne s'est pas représenté aux élections municipales. Et qui, de fait, va entraîner, de par le fait qu'il reste vice-président, une surreprésentation de la commune dans laquelle il est. Exact. Ouais. Puisque la commune devrait avoir 4 représentants, le fait qu'il reste, ils vont se retrouver 5. 5. Donc nous allons, de fait, peut-être potentiellement nous retrouver avec un effectif communautaire supérieur à celui qui est fixé par l'arrêté du préfet. Tout à fait. Donc déjà, comment on résout ce premier problème, sachant que la préfecture que j'ai interrogée me dit « vous attendez ». Oui, alors, disons que cette réponse permet de ne pas se poser la question, si je puis me permettre. Voilà. Bon, alors, j'aurais une autre. Si on considère que vous souhaitez réunir l'Assemblée, c'est vrai que du coup, et je crois que je l'ai rapidement évoqué, mais je pense qu'il est effectivement important d'y revenir. Vous avez, ce faisant, donc, un vice-président qui, juridiquement, est toujours vice-président au jour où a lieu la réunion, mais en revanche, comme vous le précisez, il n'était pas candidat et le résultat est bien acquis dans sa commune d'origine, c'est bien ça? Oui, dès le premier tour. C'est ça, dès le premier tour. Ce qui veut donc dire que, indépendamment de la problématique période de crise sanitaire, il n'est plus, ou plutôt n'a plus vocation à être conseiller communautaire, on est bien d'accord? Oui, alors, l'interprétation de la préfecture est qu'effectivement, il y a 2 principes juridiques qui se télescopent. Oui. À savoir le principe juridique selon lequel nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est pas conseiller municipal. On est d'accord. Et la fameuse loi du 23 mars. Oui. Alors, sauf que là, la préfecture n'est pas en mesure de me dire lequel prévaut sur l'autre. Alors, nous là-dessus, l'idée, et sauf erreur de ma part, vous avez, on va dire, quelques éléments de réponse dans notamment une foire aux questions qui a été mise en ligne par la cellule de soutien du Sénat. Et je ne sais pas si vous êtes allé la consulter, mais on a notamment une question de cette nature. Et en définitive, et c'est plutôt effectivement notre position, l'idée, c'est, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien, oui. L'idée, en définitive, c'est de distinguer la qualité de conseiller communautaire d'une part, du mandat de vice-président d'autre part. Je m'explique. C'est-à-dire que, en définitive, on est placé, à travers la situation que vous décrivez, dans une hypothèse où le vice-président, bien que vice-président de la communauté, n'a plus la qualité de conseiller communautaire. Ce qui juridiquement est une hérésie, parce qu'évidemment, vous ne pouvez être vice-président que si vous êtes conseiller communautaire. Bah oui. Sauf que on est ici sur une législation particulière qui fait que, pour le coup, il a été posé comme aujourd'hui un principe qui est de dire que ce vice-président, eh bien, de toute manière, tant que
en tout cas c'est en l'état des textes, tant que le nouveau conseil communautaire n'est pas installé, il reste vice-président. Ce qui veut donc dire que moi j'arrive à la conclusion que, je crois que dans votre exemple, il y avait 4 conseillers communautaires de la commune, c'est ça? Oui. Oui. Ça veut dire que pour moi, la commune reste représentée par 4 conseillers communautaires, que vous avez un vice-président qui siège en qualité de vice-président, mais dans ces cas-là, en tout cas moi c'est plutôt ce que je préconiserais, à défaut d'avoir un élément de réponse tout à fait sûr et affirmatif, qui n'a pas été, me semble-t-il, encore posé, c'est de considérer qu'en fait, il n'a pas le droit de vote. Il reste vice-président, il a capacité de siéger. En revanche, c'est le décompte de ses voix qui peut juridiquement faire problème au regard de l'arrêté préfectoral qui, à mon avis, doit quand même, d'une certaine manière, primer. C'est-à-dire que pour moi, on consolide la totalité des différentes législations, j'allais dire, vaille que vaille et autant que possible. D'accord. Alors, j'aurais deux. Je pense que pour le coup, cette question-là, à mon avis, devrait faire l'objet d'un règlement, au moins à travers les textes qui vont sortir et qui vont fixer la date, parce que j'ai tendance à penser que plus la date de l'achèvement des opérations électorales sera lointaine dans le temps, plus la question va se poser par rapport à un certain nombre de PCI qui vont devoir se réunir. Donc la question aujourd'hui, elle est posée, mais je pense qu'elle va se poser avec plus d'acuité si notamment on sait que le second tour, ou en tout cas les opérations électorales, n'ont lieu qu'en septembre ou en octobre. Parce qu'il est évident que dans cette période-là, évidemment que les EPCI auront à se réunir. D'accord. Donc j'aurais 2 autres questions parce que la première était trop simple, bien évidemment. Bien sûr. Et dans les cas particuliers, allons-y. Deuxième question qui concerne également un vice-président qui a vocation bien évidemment aussi à rester, mais qui est vice-président issu d'une commune de moins de 1000 habitants et qui n'a pas été élu au premier tour. Et dans le conseil communautaire, le municipal a été élu au complet ou pas au premier tour? Pardon, j'ai pas bien entendu, pardon. Et dans le conseil municipal a été élu ou pas au complet au premier tour? Non. D'accord. Donc dans lequel on aura un second tour. Oui. Et lui n'a pas été élu au premier tour. Oui, mais alors pour le coup, la différence avec la situation précédente, c'est qu'il a peut-être vocation à être élu, pour le coup. Ça, je ne sais pas. Je suis pas devin. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, contrairement, sans être devin, et nous ne le sommes pas non plus, je vous rassure, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que… Oui, lui, son cas devrait se résoudre avec le deuxième tour, s'il est élu, puisqu'il est candidat. C'est ça. Contrairement au premier cas, où de toute manière, n'étant pas candidat, il ne pouvait pas, et il a forcément perdu sa qualité de conseiller communautaire. Voilà, mais la difficulté alors supplémentaire, c'est qu'il est maire dans sa commune, et que dans cette commune, il n'y a qu'un délégué, qui est le maire, bien évidemment. C'était trop simple, hein, je vous l'avais dit. Ouais. De toute façon, du coup, s'il est maire et qu'il y a un conseiller, pour moi, il reste, en tout cas, en l'état de la règle par rapport justement à cette période transitoire et au nombre. Là, en l'occurrence, on n'a pas de différence entre le nombre avant et après arrêté préfectoral. On a toujours un délégué, un conseiller communautaire pour cette commune-là. Et donc, dans la période transitoire, dans la mesure où on n'a pas d'élection entre guillemets définitive, on va rester sur cette personne-là dans le cadre de la période transitoire. D'accord. Pour moi, là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Dès lors qu'on est sur le même nombre, on garde le conseiller qui était élu avant le temps de la période transitoire et jusqu'au second tour. D'accord. Oui, ce qui veut dire, pour abonder complètement, ça veut dire que, a priori, cet élu-là, dans cette période-là, vous ne pouvez que le convoquer. Oui. D'accord. Je ne vois pas ce qui ferait que vous ne pourriez pas le convoquer. Oui. Non, mais voilà. Okay. Et enfin, dernière question, et après je passerai la parole. Nous avons également une commune dont le conseil municipal n'a pas été élu, n'a pas été intégralement renouvelé au premier tour, qui dispose de 2 conseillers communautaires. Et sur ces 2 conseillers communautaires, l'un d'eux a été élu au premier tour dans une autre commune. Mais dans cette autre commune, il ne sera pas conseiller communautaire. On vous avait pas dit, maître, mais c'était un traquenard, en fait. Hein. Ça y est, on vient de s'en apercevoir. Donc, si nous résumons bien la situation, donc c'est un conseiller aujourd'hui issu d'une commune
qui était donc initialement conseiller communautaire, Oui. mais qui s'est présenté dans une autre commune. Oui. Ouais. Et sur cette première commune dans laquelle il était initialement conseiller communautaire, Ouais. qui est une commune de moins de 1000 habitants, Ouais. le conseil municipal n'a pas été renouvelé intégralement. Ok. D'accord. Il manque à ce jour un conseiller municipal pour que le conseil municipal soit complet. Donc, Ok. donc il reste conseiller communautaire. Et par rapport au nombre de représentants que la commune a au sein de l'EPCI, Deux. deux avant comme maintenant. Oui. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Lui, il reste conseiller communautaire. il reste conseiller communautaire de cette commune, en tout cas dans le cadre de la période transitoire. Alors même qu'il est élu dans une autre commune. Oui. Oui, parce que Ah oui. finalement, il est élu. On ne tient pas mais- compte de son élection quelque part. Exactement. D'accord. C'est vrai que c'est très curieux hein, comme situation, ça, on est bien d'accord. Démocratiquement, c'est quand même. Mais pour le coup, là aussi, je ne vois pas ce qui ferait que vous ne pourriez pas le convoquer. Alors même que le conseil municipal de son autre commune va être installé, lui. Ouais, mais... Oui, mais lui ne sera pas représentant de la commune De cette l'autre commune, côté, de l'autre et à l'inverse, commune. il n'aura pas perdu son mandat du fait des dispositions. En tout cas, en l'état, hein, il n'aura pas perdu son mandat de conseiller communautaire jusqu'au second tour. Par contre, si je puis me permettre, l'élu en question va devoir faire preuve d'un peu de schizophrénie parce que du coup, dans cette période-là, si je puis me permettre, il sera conseiller municipal d'une commune et conseiller communautaire d'une autre. Oui. Pour une autre commune. Pour une autre commune. Ce qui va quelque part entraîner, enfin entre guillemets, une surreprésentation aussi de la nouvelle commune dans laquelle il est élu. Pas Oui, nécessairement parce mais qu'il il ne l'est pas mais représentant. c'est ça, il n'est pas représentant de la Non, nouvelle mais- commune, il sera représentant de l'ancienne. Pas institutionnellement, mais de par son comportement. Ah, on est d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Mais ça, pour le coup, c'est relativement inévitable. C'est une situation assez particulière, en effet. Alors, très chers collègues, je vous invite à suivre l'exemple de Laurent et à trouver toute une série de questions comme ça, fort stimulantes pour l'esprit, Complètement. et soumettre à Maître Tabarly et à Maître Ray. Alors, y a-t-il d'autres questions? Marie Fourny va intervenir à nouveau. Oui, alors moi je suis toujours dans le cadre d'une commune de moins de 1000. Hein, voilà, on en a quand même quelques-unes. On est en Et on est sur le cas d'une modification du nombre de sièges sur cette commune-là. Oui. Actuellement, la commune avait un délégué plus un suppléant et en application de l'arrêté préfectoral, on aura 2. Mhm. L'élection nécessite un second tour. Donc, c'est le préfet, si j'ai compris, qui déterminera qui est le deuxième représentant sur la période transitoire. Oui. Il a un délai pour nous donner le nom, puisque s'il tarde, comment on peut convoquer cette deuxième personne? Et la question un petit peu qui est liée, c'est il prend cette deuxième personne dans l'ancien conseil municipal. On peut présumer que c'est le suppléant actuel qui devient titulaire, ou est-ce qu'il le fait sur les élus qui ont obtenu un siège, Parmi ceux qui n'exercent pas Là, les fonctions de conseiller. sachant qu'en plus c'est une commune qui politiquement bascule. C'est le rang le plus élevé. Pour moi, c'est par rapport à l'ancienne composition. Oui, c'est C'est l'ancienne. le rang le plus élevé par rapport à ceux qui n'exerçaient pas le mandat de conseiller. Donc là, ils en avaient qu'un. Du coup, premier adjoint. Alors, Maître, on n'a pas très bien entendu ce que vous disiez. Hein. Vous êtes Si c'est... On réfléchit tout. Ouais. D'accord, d'accord. Pardon, c'est pour ça qu'on était un peu en catimini, pardon. D'accord, d'accord. Non, je pense effectivement que la référence, c'est la personne qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre du tableau. Donc, pour moi, la notion de suppléant n'entre pas en ligne de compte, c'est plutôt la qualité de premier adjoint. D'accord. En tout cas, si on fait une lecture littérale, c'est plutôt celle-ci. Hein. D'accord. Et en principe, le préfet n'a pas de délai pour appeler à siéger. Par contre, effectivement, je pense que là, vous allez, entre guillemets, une fois que les autres vont être entrés en fonction, il va nécessairement devoir se positionner pour l'ensemble des territoires, hein, parce que tout le monde va être concerné par cette nouvelle composition des EPCI, enfin, en tout cas des organes délibérants.
Oui, sachant que vu la période, on risque d'avoir des conseils communautaires pour les votes de budget Exactement. sur cette période-là. C'est ça. Ouais. Donc il faut bien qu'on connaisse La composition. la désignation et la composition du nouveau conseil, puisque Merci. cette commune aura une voix supplémentaire au niveau des délibérations. Exactement. D'accord. Alors, chers collègues, je vous le disais tout à l'heure, nous avons un partenariat qui est maintenant, qui a déjà un petit peu de recul et d'expérience avec le cabinet itinéraire avocat, et d'ores et déjà, d'autres séances sont programmées dans les prochains jours avec vous-même, Maître Ray ou vos confrères. Mais du coup, c'est aussi l'occasion, peut-être, si vous le souhaitez, d'évoquer les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde dans la prochaine période. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre la parole pour dire, voilà, même si c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, moi je pense et je souhaite qu'on aborde tel ou tel thème à l'avenir, et on verra comment, avec Maître Ray et ses confrères et consoeurs, on peut organiser des séances particulières sur les sujets que vous pourrez nous proposer. Donc je le signale au passage, n'hésitez surtout pas à le faire, et en direct, on verra si c'est possible. Et on essaiera de le faire dans toute la mesure du possible. Voilà, j'appelle à nouveau vos questions, bien entendu, et donc aussi vos propositions sur les thématiques qu'on pourra aborder dans la prochaine période. Y a-t-il d'autres questions ? Laurent, je ne sais pas si tu as épuisé ton stock, mais c'est toujours à même de continuer, bien entendu. Ah non, j'ai terminé là. Je pense que ça suffit quand même. Alors, il y a de la place pour d'autres questions, bien entendu, chers collègues. Sur ces aspects institutionnels, le fonctionnement des instances, etc. Et je le répète, n'hésitez pas à suggérer des thèmes qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez qu'on aborde même ultérieurement. Très bien, mais écoutez, si c'est plus le cas, si on a répondu à l'ensemble des questions qui se posaient, j'en suis satisfait. Maître, voulez-vous rajouter un petit mot et puis, voilà. Écoutez, en tout cas, c'était juste pour quelque part poursuivre notamment le propos introductif, parce qu'encore une fois, l'idée était bien de vous donner, j'allais dire, à l'instant T, une photographie on va dire, des modalités de fonctionnement en l'état et à ce jour. Il va de soi que, notamment dans les 10 jours qui viennent, on va avoir nécessairement des modifications, et des modifications significatives qui vont très certainement rabattre les cartes d'une part et venir compléter, sinon même d'ailleurs modifier substantiellement les différentes règles qu'on a pu vous poser. Encore une fois, dans un contexte particulier où, évidemment, ce qu'a posé comme règle une ordonnance, l'ordonnance suivante peut venir non seulement la compléter, mais même peut-être l'infirmer. Donc, je vous invite évidemment, et en tout cas, nous, on sera très vigilants à être très attentifs précisément à ces nouveaux textes qui ne manqueront pas de sortir vraisemblablement dans le courant de la semaine prochaine, en tout cas dans les 10 jours qui viennent, avec des modifications significatives. Mais on aura l'occasion de réévoquer cela sur la question du second tour notamment, où là, on attend, j'allais dire avec angoisse, n'exagérons rien, mais avec peut-être un peu d'inquiétude et en tout cas une attente significative, ce qui va nous être donné comme élément sur le calendrier de ces opérations électorales qui ont quand même débuté le 15 mars et qui vont peut-être se terminer au mois d'octobre, ce qui évidemment est un fait unique dans les annales, mais la période que nous traversons elle-même est extraordinaire par les conséquences qu'elle induit, j'allais dire, dans le quotidien des uns et des autres, et notamment dans le fonctionnement des collectivités locales. Absolument. Donc, on aura aussi l'occasion, dès la semaine prochaine, de cerner plus
précisément la problématique du report, hein, donc des élections, puisque c'est un thème qu'on va aborder ensemble jeudi prochain. Je crois que vous aviez raison, c'est bien jeudi prochain que c'est programmé. Et puis peut-être un aperçu des thématiques qu'on envisage, hein. Donc là, je passe en back-office. On envisage de traiter tout ce qui touche au cadre juridique. Alors je l'ai appelé comme ça provisoirement, de la sortie progressive du confinement. Hein, ça, c'est des choses qu'on aura l'occasion de proposer de manière plus claire sous forme de thème, mais en tout cas, ça tournera autour de ça. Voilà, je l'indique aussi à l'ensemble des GDGA qui sont là. Une séance est programmée, alors ça, c'est mardi le 12, sur l'actualité de l'urbanisme dans cette période de crise sanitaire. Donc, ça sera avec Maître Lacroix, hein. C'est prévu. Donc, le créneau a déjà été annoncé. On va, du reste, faire une relance de notre information ce soir même ou demain matin de très bonne heure. Voilà. Et puis, donc, d'autres sujets seront traités. Donc, mais n'hésitez surtout pas à suggérer donc ces thèmes, à proposer des thèmes, et on essaiera de voir avec quelle réactivité, mais surtout, on est dans toute la mesure du possible de mettre en place ces rendez-vous pour approfondir tel ou tel point de manière très concrète, comme on l'a fait aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, bien écoutez, cher maître, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette séance et pour votre exposé. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, on va mettre à disposition le document sur le site du CNFPT, le transmettre à tous les participants. Et ils auront aussi quelques pistes pour approfondir éventuellement ces questions au travers d'une consultation des textes, etc., ou des sites que vous avez mentionnés, comme celui du Sénat, si j'ai bien suivi, qui permettent d'apporter des précisions utiles. Merci beaucoup, merci cher maître et chers collègues, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous propose qu'on clôture cette séance maintenant, à moins... non, c'est des remerciements qui arrivent par le chat, là, maintenant. Donc, j'ai vu arriver des remerciements. Eh bien, écoutez, chers collègues, moi aussi, je vous remercie d'avoir participé à ce rendez-vous et je vous donne à nouveau rendez-vous pour une nouvelle séance très prochaine. Je crois qu'il y en a une demain. Et à notre tour, de vous remercier de votre écoute et de votre attention. Merci. Au revoir. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir.